Les cycles de négociations entre Moscou et Washington se poursuivent et le 18 mars a eu lieu l'appel téléphonique tant attendu entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Les deux parties se sont réjouis de la bonne tenue de cette conversation. Écoutons ce qu'ils en disent. Nous avons reçu un compte-rendu de votre conversation avec Vladimir Poutine au téléphone. Cela semble susciter un certain optimisme. Vladimir Poutine a accepté un cessez-le-feu immédiat concernant les infrastructures énergétiques, mais pas un cessez-le-feu total de 30 jours. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé ? Eh bien, nous nous trouvons dans une situation où une multitude d'armes sont braquées dans les deux sens. C'est idiot, car si j'avais été président, cette guerre n'aurait jamais eu lieu. C'est une guerre qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Cependant, elle a eu lieu. Et voilà où nous en sommes. Et maintenant, vous avez une multitude d'armes braquées. Un cessez-le-feu plus ambitieux aurait été difficile à obtenir. Comme vous le savez, la Russie a l'avantage. Ils ont encerclé environ 2500 soldats. Ils sont gentiment encerclés et c'est pas bon. Nous voulons régler cela rapidement. Regardez, voilà ce que nous faisons. Il n'y a pas d'Américains engagés. Il pourrait y en avoir si tout ça finissait en Troisième Guerre mondiale. Après que les deux présidents ont manifesté leur volonté politique d'établir un cessez-le-feu de part et d'autre sur les infrastructures énergétiques, Poutine a immédiatement donné au ministère de la Défense les ordres correspondants qui ont été également immédiatement exécutés. Nous constatons malheureusement qu'il n'y a pas encore de réciprocité de la part du régime de Kiev. Il y a eu des tentatives de frapper nos installations énergétiques. Les présidents ont souligné le potentiel énorme, sans exagération, de la mise en œuvre d'un certain nombre de grands projets de coopération bilatérale dans le domaine économique. La poursuite des livraisons militaires à Kiev est un sujet très important. Il sera bien sûr à l'ordre du jour de tous les contacts qui se tiendront par la suite. Sylvain Ferreira, quelle est votre analyse sur ce cessez-le-feu ? Alors, on nous avait beaucoup vendu un cessez-le-feu qui serait un cessez-le-feu total, et là on va sur un cessez-le-feu sur les infrastructures énergétiques. Quelle est votre analyse de France, puisque vous êtes en France ? Moi, ce que je pense, c'est que c'est la première étape d'une espèce de grand théâtre de communication, notamment de la part des États-Unis, pour essayer petit à petit, vis-à-vis de l'opinion américaine, de faire avaler la défaite de l'Occident à travers la défaite du proxy ukrainien. Je pense que c'est ça qui est très important de souligner, c'est que comme le dit très bien Emmanuel Todd ici en France, Donald Trump est là pour gérer la défaite de l'Occident et rien d'autre. Cette défaite, elle est actée par l'élite américaine qui vient de prendre le contrôle de Washington avec l'élection de Donald Trump. Et pour eux, afin de ne pas perdre la face, il va falloir procéder par plusieurs étapes symboliques à destination de l'opinion publique américaine d'abord, afin d'orchestrer au plan médiatique, au plan symbolique, la défaite de l'Ukraine et donc la défaite de l'Occident, ce qui d'ailleurs permet de mieux comprendre la façon dont les Européens de l'Ouest sont complètement enragés autour de ces questions aujourd'hui. Voilà comment moi je vois ce premier coup de fil qui va de toute façon aller jusqu'à la fin d'une longue séquence diplomatique qui actera un nouveau basculement du monde en trois grands pôles, les États-Unis d'un côté, la Russie et la Chine de l'autre, et puis peut-être demain l'Inde. Thierry, théâtre, recherche par Donald Trump d'un moyen pour acter la défaite de l'Occident face à la Russie, c'est votre opinion également ? Je suis d'accord avec Sylvain et je pense à la première scène de ce beau film de Ridley Scott, Gladiator, où un général romain dit que les hommes devraient savoir quand ils sont vaincus. Et il se trouve que Trump est justement dans la position du chef d'une coalition qui est vaincue. Est-ce qu'il le sait ? Je pense que oui. La question, bien sûr, c'est également de ne pas lui faire perdre la face. Donc la chose la plus essentielle, en fait, c'est que les États-Unis, contraints et forcés, doivent sortir de leur politique unipolaire. Je crois que c'est l'avantage qu'on en retire en termes de chemin vers la paix. Cyril, pourquoi on n'a pas eu cette grande trêve qui devait être totale, un arrêt des combats pendant 30 jours ? Pourquoi est-ce que... Parce qu'elle est juste inacceptable.
On peut pas accepter quelque chose dont on sait pertinemment, parce que ça a été dit officiellement, que si la Russie acceptait cette trêve totale pendant 30 jours, les États-Unis, eux, continueraient avec les Britanniques et les Alliés d'envoyer des armes à l'Ukraine. Je vois pas pourquoi on accepterait un arrêt des combats pour laisser le temps à l'Ukraine de se réarmer et de se réorganiser peu ou prou pour recommencer après. Et de toute façon, ça va pas du tout dans l'ordre qui devrait être fait. Dans ce genre de situation, on commence par négocier. Une fois qu'on est tombé d'accord sur les négociations, on fait un cessez-le-feu, on met en application le cessez-le-feu, on met en application ce qui a été négocié. Mais on commence pas par dire non, on arrête, on négocie après. Parce que Zelensky n'a aucune parole, et on le verra plus tard sur les problèmes d'infrastructure énergétique. Les 48 dernières heures viennent de le prouver. On peut pas lui faire confiance, on peut pas faire confiance aux Européens, on peut faire confiance quasiment à personne. La seule personne à qui on peut vraiment faire confiance, c'est Vladimir Poutine, parce que quand il dit blanc, c'est blanc, quand il dit noir, c'est noir. Est-ce que c'est pas ça précisément, Ahmad, dans la mesure où Vladimir Poutine dit bon voilà, ok, on arrête de bombarder les infrastructures électriques, énergétiques ukrainiennes, immédiatement les missiles qui étaient déjà partis sont abattus par les Russes eux-mêmes. Est-ce que c'est pas une manière aussi de dire à Donald Trump, bon, est-ce que vous pouvez arrêter votre proxy, c'est-à-dire le régime kievien? Oui. Pour moi, pour Vladimir Poutine, il n'a jamais été question de bombarder Kiev ou bien de bombarder l'Ukraine. La Russie cherchait depuis des années à protéger en tout cas son pays, à protéger ses intérêts. Et ce sont les Occidentaux eux-mêmes qui sont venus jusqu'à la frontière russe pour menacer la Russie. Donc, pour Vladimir Poutine, l'objectif a été déjà atteint. Pour moi, d'après mes analyses, je vois que les objectifs de l'opération spéciale a déjà atteint. L'Ukraine est déjà affaiblie et Zelensky n'est plus légitime. Et actuellement, avec l'arrivée de Donald Trump, lorsqu'on a vu les discussions téléphoniques qu'il y a eu entre Vladimir Poutine et Donald Trump, lorsqu'il parlait, c'est-à-dire ils vont essayer de résoudre ces problèmes-là entre la Russie et les États-Unis, c'est-à-dire entre deux grandes puissances. Actuellement, personne ne prête attention aux Européens et ça a mis au nu les échecs diplomatiques des pays européens et de l'Ukraine. Donc, je pense que les Européens, ils n'auront plus leur mot à dire dans ce conflit-là et s'ils veulent continuer, c'est-à-dire ils vont se retrouver seuls face à la Russie et ils seront complètement anéantis en fait. Sylvain, je reviens vers vous en tant qu'observateur précis du front ukrainien. Est-ce que la Russie aurait intérêt à un cessez-le-feu aujourd'hui ? Oh non, pas du tout. La situation est tellement favorable sur le terrain qu'on a bien compris, nous ici en Europe de l'Ouest, que c'était un piège de communication de nous dire tout à fait l'inverse. Hein. Si on regarde les fous sur les plateaux des chaînes d'infos en continu en France, on nous dit, vous imaginez, s'il y a un cessez-le-feu, parce que les Européens sont au départ contre ce cessez-le-feu, faut pas l'oublier, ce serait en faveur de cette pauvre armée russe qui piétine, qui est incapable de gagner du terrain, alors que la séquence de l'opération Potok, notamment dans le saillant de Soudja la semaine dernière, a prouvé encore une fois tout le contraire. Donc, pour moi, cette affaire de cesser le feu, en plus sur la question énergétique, c'est encore une fois de l'habillage et de la poudre aux yeux, parce que quelle est la situation énergétique de l'Ukraine aujourd'hui ? Les infrastructures qui datent de l'ère soviétique, hein, puisque l'Ukraine n'a jamais réinvesti quoi que ce soit avec la corruption endémique qui a régné dans ce pays depuis son indépendance. La situation énergétique est catastrophique et c'est pas parce qu'il y aurait plus de bombardements russes sur ces infrastructures que ça va y changer grand-chose. Parce qu'on estime ici, de ce côté-ci de l'Europe, qu'il reste maximum 20% de l'infrastructure et que les Russes ne l'ont pas touché parce que c'est ce qui permet finalement aux civils de se chauffer encore un peu à Kiev ou à Lviv. Et donc pour moi, il n'y a aucun intérêt pour la Russie à l'accepter. Moi, je n'ai pas cessé de le dire, l'Ukraine est dans la situation de l'Allemagne en 1918, au mois de novembre 1918. Elle doit venir demander aux Russes quelles sont les conditions pour cesser les combats, et tant que ce ne sont pas les conditions des Russes qui sont acceptées intégralement, hein, il faut que quelque part Gerasimov enfile l'uniforme du maréchal Foch et qu'il dise voilà messieurs, si vous voulez qu'on cesse la guerre, c'est à ces conditions-là et uniquement à celles-là, et quand vous serez d'accord, là on pourra avancer vers une paix, hein, donc l'articulation armistice, traité de paix, et tant qu'on n'en est pas là, eh bien nous on continue les combats parce que c'est favorable
à la poursuite de nos objectifs politiques. Ah, puis de toute façon, vous vouliez réagir, Cyril, oui, je suis tout à fait d'accord, mais il faut pousser même le raisonnement encore un tout petit peu plus loin, parce que dans le même temps, il faut pas oublier qu'on a ce fou de Macron qui essaye d'envoyer des troupes avec Starmer en Ukraine, et la seule chose qu'ils attendent, c'est qu'il y ait un cessez-le-feu pour qu'ils puissent le faire dans des conditions, on peut en revenir plus tard, c'est pas le sujet, mais c'est son idée. Et Zelensky, lui, et c'est pas Zelensky qui a eu cette idée, c'est Macron qui l'a soufflé à Zelensky. Zelensky l'a reprise, Trump l'a reprise, et nous on a dit stop. Pourquoi ? Parce que si on laisse ça arriver, il est évident que Zelensky va tout faire pour nous refaire un Boutcha, nous refaire un Izium, accuser les Russes, et on va voir encore des soldats français qui vont repartir dans des sacs à viande en France, et ça va être un prétexte pour déclencher d'autres opérations par derrière. Donc il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte. Et autre chose, très rapidement, on peut pas laisser l'Union européenne, Macron, Starmer vouloir jouer les pompiers, alors que depuis 2014, ils sont pyromanes. Ceux qui mettent de l'huile sur le feu. Exactement. Alors, Oui, il y a quelque chose. Oui, Thierry. Précisément, c'est pour ça que la Russie est entrée en guerre, pour qu'il n'y ait pas d'OTAN sur place en Ukraine. Oui. Et ils font semblant de ne pas comprendre. Ils ont pris une grande gifle avec cet appel du 8 mars, et c'est cette espèce de Wokistan résiduel qui essaye de faire valoir parce qu'ils ne veulent pas aller devant leur opinion publique, d'abord. Il y a peut-être aussi un jeu de concurrence dans la montée aux extrêmes du côté anglais et français, parce que ils sont en train de se battre pour savoir qui aura le commandement de l'OTAN, vu que Trump a l'intention de supprimer le chasseur américain. Alors précisément, je voudrais revenir sur Trump, parce que interviewé sur Fox News, il a affirmé qu'il n'avait pas été question de la fin de l'aide militaire à l'Ukraine. Écoutons-le. Un point non négociable mentionné par Poutine, je crois que c'est le média du Kremlin qui a fait savoir qu'il exigeait un arrêt immédiat de l'aide à l'Ukraine pour envisager le moindre accord. Non, nous n'en avons jamais parlé. Nous avons parlé de beaucoup de choses, mais de l'aide, il n'en a jamais été question. Ahmad, la déclaration de Donald Trump va à l'encontre de la déclaration officielle du Kremlin. Alors, Oui. Donald Trump, il cherche à montrer qu'il est aussi encore en position de force. Il ne veut pas dire que le président russe, Vladimir Poutine, m'a exigé telle chose et moi j'ai accepté. Ça, c'est juste une stratégie de communication. Mais Donald Trump lui-même, il a déjà annoncé qu'il va couper l'aide à l'Ukraine si l'Ukraine veut continuer à se battre, s'ils ne veulent pas signer l'accord de cessez-le-feu. Donc moi je pense que c'est juste une stratégie de communication pour montrer que nous sommes encore là et c'est pas la Russie qui nous dicte quelque chose. Sylvain, je vous ai vu réagir de loin. Oui, parce que ce qui est le plus important à rappeler, c'est que les arsenaux américains comme les nôtres sont tout simplement vides. Donc c'est de la communication. On le sait aujourd'hui, c'est pas les promesses de Monsieur Thierry Breton de produire en Europe 1 million d'obus de 255 mm qui vont nous faire entre guillemets changer d'avis. Les arsenaux de l'OTAN et de l'Amérique en particulier sont vides. Il y a un énorme besoin qui fera peut-être d'ailleurs redémarrer le complexe militaro-industriel américain demain, de refaire des munitions dans des quantités importantes. Et donc je pense que, comme je l'ai dit au début en préambule, Trump habille la défaite de l'Occident et des États-Unis de toutes les manières possibles, y compris dans ce genre de petits détails, pour dire non mais attendez, c'est pas ça qu'on va faire, on va pas les lâcher d'un seul coup. Il faut pas perdre de vue qu'à l'égard des Américains, certains pourraient être amenés à faire un comparatif avec ce qui s'est passé avec le lâchage de l'Afghanistan, ou il y a plus longtemps encore celui du Sud-Vietnam. Donc il faut essayer d'habiller cette défaite avec toute la symbolique possible, y compris celle-là. Je me rappelle quand même que Donald Trump avait déclenché au lendemain de son investiture, donc le 21 janvier, un moratoire de 90 jours, pendant lequel il y avait une suspension de cette aide, le temps que les comptables américains notamment fassent la part des choses entre ce qui est envoyé depuis les arsenaux américains et ce qui est véritablement reçu par l'armée ukrainienne. Parce qu'on le sait, il y en a une grande partie qui est détournée et qui d'ailleurs se retrouve à la frontière mexicaine, ce qui dérange aussi Donald Trump. Oui, ce qu'il y a, c'est que cette défaite est stupéfiante à plus d'un titre, et on comprend la stupeur des Occidentaux, puisque ils ont été défaits par un pays qui a 35 fois moins de PIB que leur coalition. Donc ça prouve aussi que par ailleurs qu'il y a
les mensonges, les gros mensonges et les statistiques, comme disait Churchill. Je crois que c'était Lénine. Mais toujours est-il que les Occidentaux n'ont jamais rien vu venir. Ils n'ont même pas vu que la Russie, sous Poutine, a été redressée. Ils n'ont pas anticipé Alors ça, on va en parler tout de suite. Mais je voudrais quand même revenir parce que l'entretien téléphonique entre Trump et Vladimir Poutine a été suivi d'un autre, celui de Trump avec Zelensky. C'est la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, qui en a rendu compte la première. Le président Zelensky a demandé des systèmes de défense antiaérienne supplémentaires pour protéger des civils, en particulier des missiles Patriot. Le président Trump est d'accord de travailler avec lui pour voir ce qu'il y a de disponible, en particulier en Europe. Le président Trump a discuté de l'approvisionnement de l'Ukraine en électricité et des centrales nucléaires. Il a indiqué que les États-Unis pouvaient apporter une aide très importante en opérant eux-mêmes ces centrales grâce à leurs compétences dans le domaine. La prise de possession américaine de ces centrales serait pour l'Ukraine la meilleure protection et la meilleure aide possible pour les infrastructures énergétiques du pays. Alors, on a appris aujourd'hui que de la part de Witkoff, donc qui est l'envoyé spécial de Donald Trump, que en fait c'était Zelensky qui avait demandé le coup de téléphone. Je pense que c'est important parce que quand c'est Trump Poutine, c'est Trump qui demande, et quand c'est Trump Zelensky, c'est Zelensky qui demande. Mais ça, c'était juste pour préciser. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc Zelensky demande des missiles Patriot et Trump, lui, demande des centrales électriques, des infrastructures électriques. C'est quoi le deal? Le deal, c'est que Trump, il fait du théâtre et c'est un businessman. Donc, donner des missiles Patriot, je suis pas sûr qu'on puisse déjà en donner beaucoup, mais surtout ce qui intéresse Trump, c'est Mais ce qui intéresse Trump surtout, c'est de rentrer dans ses frais des folies de Biden qui ont coûté énormément d'argent. Donc il y a eu le problème des terres rares, ok. Et maintenant, si Trump peut mettre la main sur les centrales électriques, il va pas s'empêcher de le faire avec Westinghouse, etc. Où on sait comment ça se passe. Ça n'arrivera pas. Tout ça, c'est juste du grand théâtre. Oui, c'est du grand théâtre. D'autant plus que Trump, il a pas forcément quoi qu'il dise, il n'a pas les cartes en main. Faut pas oublier que c'est quand même son pays qui, à l'origine, a commencé tout ce bastringue. Et c'est quand même un problème. Il faut pas oublier que Trump, c'est pas non plus un ami de la Russie, parce que personne ne va oublier les sanctions qu'il a posées contre la Russie. On y reviendra tout à l'heure pendant son premier mandat. Et celles-là, elles nous ont quand même fait mal au départ. Et là, surtout, effectivement, comme c'est dit, il est l'acteur de la défaite américaine. Et comme en plus il a des plans au Moyen-Orient, il peut pas se permettre d'avoir des fronts un peu partout. Il faut qu'il se désengage complètement du front ukrainien, quitte à transférer cette responsabilité aux fous furieux européens, en ayant bien prévenu Vladimir Poutine que quoi que l'Europe fasse, de toute façon, c'est pas son problème, il n'interviendra pas. Oui, d'autant qu'il n'y a pas il n'y a pas de terres rares quasiment. Hein. Oui. C'est moins de 1%. Oui, tout à fait. Même pas dans le top 10. Oui, voilà. Allez-y. Comment? Allez-y. Et oui, donc, et le problème de Trump, c'est quand même de trouver effectivement de la monnaie, quoi, parce qu'il a son problème, sa méthode, c'est 35 000 milliards de dollars de dettes. C'est ça le vrai problème. Et d'un point de vue géopolitique, ça serait plutôt de découpler la Russie et la Chine. Mais on en reparlera peut-être un peu plus tard, parce qu'eux prennent au sérieux le pivot asiatique. En ce qui concerne les terres rares, moi, ça me fait rire tout le temps. La fois passée aussi, nous avons parlé de ça. Les cuivres ne sont pas des terres rares. Les manganèses ne sont pas des terres rares. Les terres rares se trouvent, au contraire, dans des régions qui se trouvent en Russie actuellement, comme les Donetsk, les Luhansk et tout. Les stratégies de Donald Trump, moi je pense que c'est d'avoir quand même avec Zelensky, en ce qui concerne les centrales énergétiques et tout, d'être présent en Ukraine et après profiter de ce qui se trouve en Fédération de Russie et de signer des accords avec la Russie. Pour moi, Donald Trump, quand même, il s'en fout complètement de Zelensky. Hein. Pour lui, ce n'est pas son affaire. Vous ne voyez pas Zelensky lui donner quelques centrales pour le. Il a refusé. Zelensky. Non, Zelensky. Il a déjà refusé. Zelensky, actuellement, il est quand même dressé comme un chien par les Britanniques et les Français. Moi, je ne pense pas que Zelensky va donner quelque chose à Donald Trump. Sylvain, pour en finir sur ce sujet, vous voyez Zelensky donner une partie des infrastructures énergétiques, ou son successeur d'ailleurs, aux États-Unis? Moi, ce que je n'oublie pas, c'est la visite de Zelensky auprès de Trump avant l'élection présidentielle, où je pense qu'il s'est lié quelque chose de l'ordre de la sécurité physique de Zelensky si Donald Trump était élu. Donc, à la fin, c'est où Zelensky fera ce que lui demande Trump,
ou Trump laissera les bandéristes en finir avec Zelensky. Exactement. Voilà pour moi l'équation. C'est-à-dire que le risque aujourd'hui pour Zelensky, c'est qu'il n'a pas ouvert un livre d'histoire concernant le Sud-Vietnam et le sort de Diem, et qu'il ferait bien de le faire pour comprendre qui commande. D'ailleurs, c'est ce que lui a rappelé Donald Trump dans le bureau ovale. Vous n'avez pas les cartes, c'est nous qui les avons en ce qui concerne votre sort. Donc, ou vous obéissez, ou c'est fini pour vous. Parce qu'on laissera les ultranationalistes ukrainiens vous faire la peau parce qu'ils attendent, entre guillemets, que ça, qu'on soit plus là pour vous protéger pour le faire. Donc, pour moi, ça se résume à ça. Et là, on parlait des missiles patriotes. Nous, on a appris de ce côté-ci de l'Europe que les Américains n'en donneront aucun et qu'ils vont faire pression éventuellement sur l'Espagne pour qu'elle donne son système. Elle en a deux, qu'elle en donne un des deux à l'Ukraine. Le temps que tout ça soit acté et transféré, je pense que la guerre sera arrêtée et que, encore une fois, tout ça, c'est de l'habillage de la défaite qui est actée et qui va être annoncée au grand public en Europe occidentale dans peu de temps. Vous vouliez rebondir, Cyril? Oui, parce qu'en fait, moi je vais encore plus loin que Sylvain. Zelensky, excusez-moi, il est cuit, ses jours sont comptés. Ses jours sont comptés politiquement, parce qu'il est déjà mort, et physiquement, parce que moi j'exclus pas du tout qu'à un moment donné, les Américains en aient plein le dos et disent aux nationalistes, allez-y, faites ce que vous voulez, on tourne le regard et on regarde pas. Pour Zelensky et ses alliés en Europe, la situation continue à se dégrader. Donald Trump veut clairement mettre fin au conflit ou au moins à la participation américaine. Pendant ce temps-là, l'armée russe continue de détruire l'armée ottano-kievienne et de progresser sur l'ensemble du front. L'avion de ligne court moyen courrier russe Superjet 100 New vient d'accomplir son premier vol avec 2 moteurs d'un nouveau modèle 100% russe, le PD-08. C'est une étape franchie dans la renaissance de l'aéronautique civile russe, et tout cela grâce aux sanctions occidentales. Écoutons ce qu'en a pensé le pilote. Le vol s'est remarquablement déroulé. C'était tendu, mais la mission a été accomplie. Décollage, vol, atterrissage, tout s'est passé comme prévu. Les régimes ont tous été testés. Moteur, système de l'avion, rien à signaler. Rien à signaler sur ce vol. Cyril, nous en avions parlé plusieurs occasions, notamment dans l'échiquier mondial, au début donc de l'opération militaire spéciale, de ce grand projet de import zameshenie, comme disent les Russes, de remplacement des importations. C'était un gros morceau. On en est où au bout de 3 ans ? Eh bien, les choses se poursuivent comme on l'avait évoqué il y a 3 ans. La Russie est en train de se désengager plus ou moins complètement en ce qui concerne l'aéronautique russe des sous-traitants européens. Le Superjet 100, il vient de faire son premier vol avec des moteurs 100% russes, avec une avionique 100% russe, avec une cabine 100% russe. Les Russes sont devenus complètement indépendants à ce niveau-là. La seule chose dont maintenant ils ont encore un peu besoin de progresser, c'est dans les capacités de cadence de production. Parce que comme on l'avait évoqué il y a 3 ans, la Russie et la production aéronautique russe n'a jamais été dimensionné pour lutter contre des gens comme Airbus ou comme Boeing. C'était pas du tout pour ça. Là, l'objectif, c'est de monter la production. D'ailleurs, ces avions sont déjà en production, même si la certification n'est pas finie. Ça, c'est le cas pour le MS-21 avec les PD-14 et puis avec le Superjet 100 et le rétrofit d'autres avions. Donc, ça va monter en cadence et on va y arriver. Alors, est-ce que ça voudra dire à terme qu'il n'y aura plus du tout d'avions étrangers en Russie? Non, parce que la Russie est propriétaire à 100% de certains avions étrangers, donc elle va les garder. Il faut rappeler que la Russie est sous sanction, en fait. Et en plus, voilà, la Russie, oui, mais même sous sanction, on a quand même réussi à racheter des avions, donc c'est quand même assez... Voilà, les sanctions, ça, c'est pour les cons qui les posent, entre guillemets. Ouais. Donc la Russie monte en gamme, elle devient indépendante, elle va pouvoir se servir elle-même dans sa propre production pour son aviation de ligne, puisque tout le monde le sait, la Russie, c'est 11 fuseaux horaires, c'est le plus grand pays du monde. Sans avion, ça fonctionne pas. Sans hélicoptère, ça fonctionne pas non plus. Et une fois qu'elle se sera servie, eh bien, à ce moment-là, elle va pouvoir songer à exporter ces avions qui sont en production propre dans les pays satellites, dans les pays amis, et
sans avoir besoin de demander l'autorisation à personne, puisque c'est 100% russe. Donc il n'y a pas d'ITAR, il n'y a pas de Thales, il n'y a pas de Honeywell, il n'y a pas de GPS que les Américains peuvent couper quand ils ont envie de couper. Donc on est exactement dans ce qu'on avait dit. Rappelons que d'ailleurs le Superjet 100 en question, il était motorisé par Snecma, une compagnie française, jusqu'à aujourd'hui. Sylvain Ferreira, avant qu'on parte de manière plus globale sur les sanctions, vous qui êtes spécialiste militaire, est-ce qu'on a observé cet effort d'import zamechénier, de remplacement complet des imports en ce qui concerne le domaine militaire en Russie depuis 3 ans? Ah oui, c'est le premier domaine qui s'est remis en autonomie complète par rapport au reste du monde. Alors au reste du monde qui a pris des sanctions, parce que par rapport à la Chine ou bien sûr par rapport à la Corée du Nord, il y a eu des échanges. Mais en ce qui concerne donc le complexe militaro-industriel russe, il a été capable non seulement de fonctionner malgré les sanctions et les rêves délirants de notre vieux ministre Bruno Le Maire, mais il a été surtout capable de relancer des chaînes de production à grande échelle. Je pense notamment par exemple au char T-90M ou même aux nouveaux équipements qui sont sur les derniers T-72. Donc on a vraiment quelque chose qui a été capable de montrer une véritable résilience technique et industrielle malgré les espoirs fous qui avaient été prononcés par certains Occidentaux au début de l'opération militaire spéciale. Et aujourd'hui, on le voit sur le marché aéronautique militaire, il y a toujours des acquéreurs pour les avions, y compris de 5e génération russe. Le Sukhoi 57 a fait forte impression en Chine au début de l'année, et je pense que ça va se poursuivre, c'est-à-dire qu'on va avoir de plus en plus d'acquéreurs au Maghreb, l'Inde, pour rénover sa flotte ou la moderniser. Donc c'est même une très bonne chose pour l'exportation demain de tout ce que les Russes ont été capables de produire depuis le début de l'opération militaire spéciale. Oui, tout à fait. D'ailleurs, l'ancien ministre de la Défense, qui est maintenant secrétaire du Conseil de sécurité, Shoigu, vient de déclarer que les gens, après l'opération militaire spéciale, courraient après les armes russes. C'est déjà un peu le cas, parce qu'en fait, Sylvain l'a pas dit, mais les premiers pilotes algériens, puisque l'Algérie a acheté des Sukhoi 57, sont actuellement en formation en Russie. Donc c'est pas pour rien. Et la Russie a aussi un autre avantage comparé à la France, c'est que quand la Russie arrête la production d'un type de char, par exemple, elle détruit pas la ligne de production, elle la met en sommeil. Alors que nous, en France, si demain on veut relancer la ligne de production du Charles Leclerc, on peut pas. On peut pas. Et c'est comme la poudre à canon. Il faut reconstruire des usines et c'est tout comme ça. Ahmad, vous vouliez intervenir? Oui. C'est un peu marrant quand même. C'est pourquoi lorsqu'on voit Emmanuel Macron, il voulait faire la guerre avec la Russie. Voilà, vous venez de le prouver tout à l'heure. Après les opérations spéciales, en tout cas, je vois beaucoup de pays, il y a même des pays alliés aux États-Unis actuellement. Si on voit l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, avant ils étaient quand même les alliés des États-Unis. Mais actuellement on voit en tout cas quand même au-dessus des coulisses et tout pour chercher à acheter des armes russes. Donc, qui ont fait leur preuve au combat. Oui. Tout à fait. Alors, il y a Sylvain qui veut dire quelque chose. Sylvain. Oui, ce qu'il faut ajouter aussi, c'est que l'armement russe a prouvé, tout comme celui de l'armée rouge en 1945, que la rusticité alliée à l'hypertechnologie était l'avenir et pas simplement l'hypertechnologie, parce que on l'a vu notamment dans le domaine des chars. Tous les chars occidentaux, que ce soit les M1 Abrams, que ce soit les différentes versions du Léopard allemand ou même du Challenger 2 britannique, ont fait mais vraiment que des échecs sur le théâtre des opérations militaires en Ukraine. Alors que de l'autre côté, les chars russes ont montré leur adaptabilité. On a même vu des T-64 modernisés avoir des rôles précis à jouer sur le terrain des opérations, alors que ces engins ont été conçus à la fin des années 50, c'est dire leur durabilité, contrairement au matériel occidental. Donc ça aussi, c'est une nouvelle leçon qui n'a pas été retenue par l'Occident à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors je voudrais rester sur les sanctions, mais je voudrais un peu élargir le débat, parce que de son côté, Vladimir Poutine, en prenant la parole devant l'Union russe des industriels et des entrepreneurs, c'est-à-dire le MEDEF, pour les Français qui nous écoutent, comment est-ce que ça s'appelle au Tchad? Je pense que c'est Chambre de commerce et de l'industrie. Voilà, donc c'est pareil. Russe, donc, et donc il a parlé d'un monde sous sanctions. Écoutons-le, je pense que ça vaut la peine.
Non seulement ils menacent la Russie de nouvelles sanctions, mais ils tamponnent ces paquets l'un derrière l'autre, ce qui donne même l'impression que ceux qui en sont à l'origine en ont perdu le compte et quelles étaient les cibles. Le ministère des Finances, lui, a fait le compte exact. Et je peux vous le donner avec précision. Nous en sommes précisément à 28 595 sanctions prises contre des personnes physiques ou morales. C'est plus que tous les autres pays sous sanctions réunis. Beaucoup plus. Et même s'ils font un geste vers une levée ou un assouplissement des sanctions, on peut s'attendre à ce qu'ils trouvent un autre moyen de pression ou un autre moyen de mettre des bâtons dans les roues, comme ils l'ont fait avec le célèbre amendement Jackson-Vanik. Je le répète, les sanctions, les limitations sont une réalité du nouveau stade de développement dans lequel se trouve le monde et l'économie mondiale. Alors, je rappelle, l'amendement Jackson-Vanik, c'est un amendement qui date de 1974, qui était fait, donc c'était les sanctions économiques, qui était fait pour forcer l'URSS à laisser partir les Juifs qui voulaient aller en Israël. L'amendement a été levé en 2012 par Barack Obama, à une époque où les Juifs pouvaient partir, revenir. Donc c'est pour ça que l'allusion effectivement sur cette sanction est importante. Et alors ça, il y a deux choses qui m'ont frappé. Donc c'est la description de ce monde sous sanction, et l'autre, c'est le sourire de Vladimir Poutine. Et de l'assistance, ça fait rigoler tout le monde en fait. Ça vous fait rire, Ahmad, les sanctions? Ça me fait rire. Moi, si je me rappelle de Bruno Le Maire lorsqu'il disait on va détruire complètement la Russie avec les sanctions. Mais moi, au contraire, je trouve que j'ai dit bravo, chapeau la France, chapeau les Occidentaux, parce que même la Russie doit quand même remercier les Occidentaux. Depuis les sanctions prises contre la Russie a quand même développé ces technologies dans plusieurs secteurs, que ce soit dans l'industrie alimentaire, que ce soit dans l'agriculture et autres. Et surtout, ce qui est intéressant, depuis les prises de sanctions, les échanges entre la Russie et la Chine ont monté quand même à plus de 30% avec les monnaies locaux. Donc, moi, je trouve que c'était une bénédiction plutôt qu'une malédiction pour la Russie. Et surtout, ce qui est important aujourd'hui, 70% des Africains pensent que la fin des dollars, ça sera une meilleure façon et une meilleure chose pour le développement de l'Afrique, parce qu'ils ont vu avec les sanctions prises contre la Russie, si un jour comme ça, les États-Unis ou les pays occidentaux ne sont pas contents d'un pays ou d'un État, ils vont prendre des sanctions, ils vont geler leurs avoirs et cela va freiner leur développement. Donc, je vois que les sanctions ont quand même, au lieu de faire effet négatif contre la Russie, a plutôt fait des effets positifs. Vous êtes d'accord avec ça, Thierry ? Généralement, oui. Juste un petit bémol pour la Chine, parce que du coup, le volume d'échange en termes d'énergie de la Russie vers la Chine a doublé en quelques années, ce qui fait de la Russie un fournisseur un peu captif par rapport à la Chine. Sinon, pour le reste, oui, 28 000 sanctions, pourquoi pas le double encore, more of the same, not enough, comme disent les Anglais. Et puis, ça revient toujours en boomerang. Donc, je pense que le président Poutine aime le comique de répétition. Donc, les effets non désirés étant toujours plus virulents. D'ailleurs, on a vu Trump. Trump essaie finalement de remettre le dollar comme une monnaie fiable, une monnaie internationale, et il menace. Mais d'un autre côté, c'est Washington qui met des sanctions. Donc c'est un exemple de sanctions qui se retournent. Exactement. C'est un exemple d'hétérotélie, quoi. Comme on dit en termes pédants, c'est-à-dire des actions qui amènent des conséquences contraires à ce qui était désiré, notamment pour le dollar, puisque le poids du dollar dans les échanges mondiaux a baissé de 25%, et que effectivement dans le commerce entre les pays amis des BRICS, c'est presque 90% maintenant. Et surtout, la fin des dollars quand même n'a jamais été une réalité, parce qu'actuellement, presque, même si on voit, moi comme je viens de l'Afrique, et même à Sputnik, je suis spécialiste des départements de l'Afrique. À chaque fois quand on parle avec les dirigeants africains, tout ce qu'ils veulent, c'est de rendre la monnaie BRICS déjà opérationnelle, pour que les autres pays aussi puissent échanger avec BRICS et tout. Et donc, moi, je vois que c'est les Américains, les Occidentaux, c'est eux-mêmes qui ont accéléré quand même la fin du dollar. Vous n'étiez pas d'accord Si, en fait, je suis à peu près d'accord sur tout. Ce que je
Ce sur quoi je suis pas tout à fait d'accord, c'est que je pense qu'on ne verra pas une totale dédollarisation. Ce sera pas possible parce que les Américains et Trump malheureusement le laissera jamais faire. Poutine, d'ailleurs, je vous interromps, mais Poutine l'a dit. Nous, on ne l'utilise pas parce qu'on n'a pas le droit de l'utiliser, mais sinon on l'utilise. C'est une dédollarisation progressive. C'est une dédollarisation progressive, mais la dédollarisation totale, ce sera pas possible. À mon avis, ce sera pas possible. Ouais. Mais au moins, ça permet de pousser les choses pour sortir de ce monde unipolaire, avoir un monde multipolaire comme celui qui est en train de progressivement monter en puissance. Et là où, par contre, il faut faire attention, c'est justement, malheureusement, avec Trump, parce qu'il est parfaitement prévisible, quoique beaucoup de gens en pensent. Beaucoup de gens disaient qu'il était imprévisible. Il est parfaitement prévisible. Lui, son mojo, c'est America First. Et donc, il fera tout ce qu'il peut, même au détriment d'autres, pour protéger son pays et faire avancer son pays. Alors il y a d'autres changements non désirés qui vont reconfigurer complètement l'économie mondiale. Il y a l'approfondissement et l'élargissement des BRICS, qui en plus sont toutes les terres rares pratiquement de la planète. Et puis bien sûr les nouvelles routes commerciales. Oui, enfin, je pensais à la route, la route arctique, et puis la route nord, et puis le corridor qui passe par la Caspienne, même si c'est pas évident parce que il manque un peu de bateaux. Ils ont pas un peu d'infrastructure. Voilà. Mais en tout cas, ça va reconfigurer l'économie mondiale, et puis en tout cas, ça met un terme à la mondialisation telle qu'on l'a connue. L'Occident n'est plus qu'une province de l'humanité maintenant. Sylvain, vous qui êtes en France, est-ce qu'en France, on commence à percevoir le fait que ces sanctions ont été catastrophiques pour l'Europe en général et pour la France en particulier, notamment je pense à l'énergie, ou est-ce qu'on est toujours dans l'idée que cette fois c'est la bonne? Je me souviens que Marco Rubio a récemment déclaré qu'il avait parlé avec un ministre européen qui lui disait il faut juste continuer à faire encore un peu la guerre en 2025 et cette fois c'est bon, l'économie russe va s'écrouler. Alors on en est où de cette perception des sanctions en France? Si on parle de la classe politique française ou de ce qu'il en reste, effectivement, ils sont tous encore à y croire, à se dire qu'un dernier coup d'épaule et tout va tomber. La réalité, on le sait bien, dès qu'on discute avec des chefs d'entreprise, on se rend bien compte qu'eux ont compris que ces sanctions avaient été faites pour que la Russie et l'Europe de l'Ouest soient découplées, le vieux rêve de Brzezinski, puis le vieux rêve des anglo-saxons depuis près de 300 ans, ne jamais permettre l'unification de l'Europe de l'Ouest et de la Russie. Donc les chefs d'entreprise, eux, se rendent compte que les coûts ne cessent d'augmenter, que le nombre d'entreprises qui ferment ne cesse de croître lui aussi. On le voit. Je pense le pire, c'est l'industrie automobile allemande. C'est-à-dire que l'industrie automobile allemande, aujourd'hui, on est réduite à se dire on va partir produire aux États-Unis et les usines qu'on va laisser derrière nous, on va les vendre aux Chinois. Que les Chinois puissent produire leurs voitures directement en Europe. Voilà la folie dans laquelle, concrètement, on est en train de rentrer. Alors que, comme le disent tous les gens un peu sérieux, il suffit de rouvrir Nord Stream et puis tout ça s'arrête demain matin et on repart à la hausse. Sauf que ce n'est pas ce que veulent ni Macron, ni Starmer, ni Merz, le futur nouveau chancelier allemand. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est continuer l'endettement et puis l'effondrement de nos pays, bien évidemment. Mais Trump veut bien qu'on rouvre Nord Stream si on lui donne un petit pourboire. C'était dans le Wall Street Journal. Et Poutine y a fait allusion précisément dans cette conférence en disant après tout pourquoi pas, ils achèteront du gaz, ce sera plus du gaz russe, ce sera du gaz américain. Alors en entendant Sylvain, j'ai pensé à quelque chose parce qu'il y a peut-être un kairos là, une opportunité à saisir pour les Européens puisque au fond effectivement les Anglais veulent en permanence, c'est leur politique habituelle étrangère, couper l'Europe en deux et particulièrement l'Allemagne et la Russie. Le fait que Trump a comme priorité de découpler la Russie de la Chine, ça nous permettra peut-être, puisque par ailleurs il rince l'Europe, ça nous permettra peut-être d'envisager un jour une espèce d'alliance euro-russe. C'est pas absolument. En tout cas, c'est un mythe vers lequel il faudrait aller. C'est le mythe du XXIe siècle pour moi. C'est la grande terreur des néoconservateurs. Ahmad, là je m'adresse à l'Africain. Comment est-ce que d'Afrique vous voyez ce suicide européen? Quand même on le vit bien parce que pour nous c'est la joie. Ça c'est sûr, on ne peut pas quand même se réjouir des malheurs des autres, mais
nous, c'est que nous, oui, ça nous fait rire quand même, parce que l'Europe qu'on a connue, nous-mêmes, à un moment donné, on se demande comment ces gens-là ont pu quand même coloniser l'Afrique, en fait. Ces gens-là, voilà. donc oui, moi, je crois que c'est les Européens qui ont quand même éveillé la conscience maintenant des Africains, parce que avant il y avait des gens. Bon, il y avait 2-3 personnes qui luttaient pour l'indépendance de l'Afrique, pour l'autonomie des pays africains. Mais depuis qu'on voit Macron par-ci, on voit Boris Johnson par-là, on voyait l'autre là, je ne sais pas comment il s'appelle, de l'Allemagne là qui vient de sortir. Bon, je ne vais pas prononcer son nom pour être poli. Donc, si on voyait tous ces gens-là avec tout ce qui se passe en Europe, avec la politique, on voit Macron qui sort, qui dit on est en guerre contre le coronavirus, et par-ci, par-là, on va détruire l'économie russe. Donc les gens là, ils ne sont pas sérieux en fait. Nous aussi, on doit réfléchir. Si aujourd'hui Emmanuel Macron ne peut pas réfléchir correctement, comment il peut continuer à dicter, à donner des leçons aux Africains? C'est pourquoi les sanctions contre les Russes et surtout l'opération spéciale quand même a ouvert les yeux aux Africains. C'est pourquoi on voit aujourd'hui Emmanuel Macron quand même, il prend des claques un peu partout, que ce soit au Niger, au Burkina Faso, en Centrafrique. Et même au Tchad, et ce qui était marrant, son ministre des Affaires étrangères était encore au Tchad lorsque le Tchad a pris la décision de rompre les accords avec la France. C'est quand même un grand succès diplomatique. Il a pris dans l'avion. Alors, Bruno Le Maire pour la France, Anthony Blinken pour les États-Unis nous ont affirmé que les sanctions mettraient la Russie à genoux. Et ce ne fut clairement pas le cas. La Russie a même réussi à utiliser ce protectionnisme forcé, comme disait Emmanuel Todd, en devenant de plus en plus souveraine dans de nouveaux secteurs de son économie. Simultanément à ces tentatives de mettre fin au conflit en Ukraine, Donald Trump a décidé d'intervenir au Proche-Orient, au Moyen-Orient, où les Houthis ont repris leurs opérations militaires anti-israéliennes en mer Rouge. Le Yémen était bombardé, mais cela ne semble pas décourager les forces armées Houthis, à en croire leur porte-parole. Écoutons-le. En soutien au peuple palestinien opprimé et en riposte au massacre commis par les sionistes criminels contre nos frères à Gaza, les forces armées yéménites ont effectué une opération militaire spéciale contre l'aéroport Ben Gourion dans la ville occupée de Jaffa avec un missile balistique hypersonique Palestine 2. Grâce à Dieu, l'opération a été un succès. Je vais d'abord m'adresser aux militaires, enfin aux spécialistes militaires, Sylvain. Que veut faire Trump? Je ne le vois pas faire une opération terrestre au Yémen. D'autres ont essayé, ça s'est plutôt mal terminé. Non, je pense qu'une fois encore, Donald Trump a besoin de légitimer ce qu'il va faire ensuite à l'égard d'Israël. Et donc, pour le moment, il continue cette politique qu'il a commencé pendant son premier mandat avec la Corée du Nord, c'est-à-dire on gonfle les muscles, si nécessaire on fait une frappe ou quelques frappes, et puis comme ça après on pourra légitimement discuter, et ce qui sortira de la discussion, personne aux États-Unis ne pourra dire « Ah mais oui, vous avez cédé, vous avez été faible, etc. » Je rappelle d'ailleurs qu'en Europe, c'est ce qui se passe aujourd'hui par rapport à la politique qu'il a vis-à-vis de la Russie. C'est-à-dire que tout le monde nous dit qu'il est sous la coupe de Poutine et qui ne fait que suivre la politique de Poutine. Donc là, je pense que c'est pareil. Il continue les frappes comme l'avait fait son prédécesseur, puisque Biden et Starmer et puis aussi la France avaient mené des frappes dans la zone ou soutenu des frappes dans la zone jusqu'au premier cessez-le-feu entre le Hamas et les Israéliens. Et donc là, il est dans la continuité de cette politique, mais il n'ira absolument pas engager un soldat américain sur le sol du Yémen, parce que les frappes précédentes n'ont pas fait céder Ansar Allah, et c'est pas ces frappes-là qui les feront céder non plus. Je rappelle que Ansar Allah mène une guerre contre l'Arabie Saoudite depuis des mois et des années même, que ça a fait plus de 350 000 morts. Ils vont pas s'arrêter à quelques frappes qu'auraient peut-être liquidé quelques-uns de leurs dirigeants, parce qu'aujourd'hui on est assez flou sur les conséquences de cette dernière frappe américaine. Ahmad, comment vous analysez cette séquence, le retour des opérations militaires dans la bande de Gaza et puis cette escalade là de nouveau? Moi quand même, je ne sais pas, sans vous mentir, je ne peux pas rester quand même quand je vois ce qui s'est passé à Gaza, en Palestine. On croyait que voilà, maintenant il y a un accord, ils vont libérer les otages. Mais à un moment donné, on voit des frappes, des enfants, des civils, des femmes tuées. Moi,
je n'ai même pas les mots pour qualifier en tout cas les actions de Netanyahou, parce qu'on a déjà dit des génocides, on a déjà dit des crimes contre l'humanité, je ne sais même pas, de terrorisme. En tout cas, il n'y a même pas un mot pour qualifier ces gars. C'est quand même l'incarnation du diable, donc il n'y a pas un mot pour les qualifier. Et en ce qui concerne le Yémen, Donald Trump cherche quand même à faire des pressions sur l'Iran, en tout cas en frappant les Yéménites, mais cela ne va pas quand même arranger les choses, parce que à chaque fois on frappe les Yéménites, les conséquences quand même retournent vers Israël, parce qu'eux aussi ils vont commencer à bombarder Israël. Ils ne peuvent pas quand même atteindre les États-Unis. Ces méthodes-là, ce ne sont pas des meilleures méthodes. C'est quand même, ils vont à l'encontre en tout cas de tout ce que voilà, les Israéliens, en tout cas les vrais Israéliens voulaient, en tout cas solution à des États, de la paix, en tout cas faire de la paix, ne pas faire de la guerre. Mais Donald Trump, surtout depuis qu'il a annoncé qu'il va prendre possession de Gaza, et comme les Gazaouis ne sont pas d'accord, les autres pays aussi ont réagi, surtout les Yéménites. Donc maintenant, oui. Il a dit que finalement, non, il ne s'agissait pas de déplacer les gens. De déplacer les gens. Donc maintenant, il cherche à... Voilà, il a dit, il ne s'agit pas de déplacer les gens, parce que quand il va les déplacer comme ça, c'est déjà un crime contre l'humanité. Maintenant, ce qu'il va faire, il va essayer de mettre la pression sur les Yéménites. Les Yéménites vont bombarder l'Israël. Israël va bombarder les Gaza. Donc les Gazaouis n'auront pas d'autre choix que de quitter eux-mêmes pour aller dans d'autres pays. Donc voilà, il voulait faire en tout cas du commerce sur le dos quand même des civils. C'est quand même scandaleux pour moi. Sylvain, je vois que vous vouliez rebondir. Il ne faut jamais oublier, c'est ce qui s'est passé avec l'élimination de Soleimani. C'est Trump qui l'a décidé. Et à part avoir liquidé Soleimani, il ne s'est rien passé de plus avec l'Iran. Parce qu'il faut arrêter de croire que l'Iran est un État monolithique, avec une seule direction, comme on essaye de nous le faire croire depuis des années. Il y a des tensions au sein de l'appareil d'État iranien, comme de tous les appareils d'État au monde. C'est pas parce que c'est une théocratie qu'il n'y en aurait pas, bien au contraire. Et donc aujourd'hui, s'il y a des actions qui sont menées par les États-Unis contre l'Iran, elles seront limitées à des choses importantes, parce que l'élimination de Soleimani, ça a provoqué plusieurs conséquences importantes dans la région. Mais il n'y a pas eu de confrontation pour le moment entre Israël et l'Iran à cause de ça. Parce que je pense qu'à Téhéran, ça a arrangé beaucoup de gens, tout comme ce qui s'est passé depuis le 7 octobre. Moi, je veux insister sur un phénomène qui est très, très, très important et qui est assez ignoré pour tout le monde, parce que ça gêne beaucoup de monde d'en parler, c'est que Netanyahou a relancé sa guerre à Gaza pour des considérations qui sont d'abord personnel en termes de politique intérieure. Il n'y a pas, c'est pas simplement quelque chose qui est contre les Gazaouis ou contre les Palestiniens. Aujourd'hui, Netanyahou et ses ministres ultra-orthodoxes ou ultra-sionistes sont acculés par la justice, acculés par la population israélienne qui veut la fin des combats pour récupérer les otages ou les prisonniers. Et donc, Netanyahou, se voyant déstabilisé par la position de Donald Trump, n'a rien trouvé de mieux que de se relancer dans la guerre. Et ça a provoqué quoi? Des manifestations monstres partout en Israël, et on a vu des gens converger de partout en Israël, et ça continue vers Jérusalem ou vers Tel Aviv. Donc il ne faut pas oublier cette composante-là dans ce qui se passe là-bas, qui est le problème de la politique intérieure israélienne et de la fragilité de la position de Benjamin Netanyahou. Alors vous parlez de l'Iran, ça me permet de rebondir moi aussi, parce que simultanément, donc aux opérations menées contre Ansar Islam, donc les Houthis en fait, eh bien Donald Trump a adressé un ultimatum à l'Iran en exigeant un accord nucléaire d'ici 2 mois. Alors l'ayatollah Ali Khamenei a décliné la proposition, et écoutons-le. Certains gouvernements agressifs insistent pour que se tiennent des négociations. Ces négociations ne sont pas là pour résoudre quoi que ce soit, mais pour imposer leur volonté.
Quand ils disent « négocions », c'est pour imposer quelque chose à l'autre partie. Le nucléaire n'est pas le seul sujet. Ils formulent des exigences inacceptables pour l'Iran. Cela concerne la défense du pays et son rôle sur la scène internationale. Ils exigent de nous que nous ne fassions pas certaines choses, que nous ne rencontrions pas certaines personnes, que nous ne nous rendions pas dans certains lieux, que nous ne produisons pas ceci ou cela, ou encore que nos missiles ne dépassent pas une certaine portée. Franchement, qui accepterait cela ? Qui Je vous pose la question, Cyril, parce qu'on ne parle pas à l'ayatollah Khamenei comme on parle à Zelensky quand on est président des États-Unis. Non, c'est pas possible. Les moyens de rétorsion sont un peu plus fortes quand même. En fait, il a tout à fait raison dans ce qu'il dit, d'autant plus que l'Iran fait quand même partie des BRICS. Donc c'est pas n'importe quoi. Ce que Trump fait là, c'est encore une fois, c'est du Trump, c'est du théâtre. Vous êtes d'accord avec ce que dit Sylvain ? Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Sylvain, et je pense même que il faut faire très attention avec la politique intérieure d'Israël et Netanyahou, parce que Netanyahou maîtrise pas grand-chose quelque part, si ce n'est qu'il a besoin de cette guerre pour se maintenir, et il faudrait surtout pas que cette guerre déborde de trop, parce que si elle déborde de trop, que ce soit avec l'Iran ou avec les Houthis, la Russie pourra pas rester inactive, et il faudrait surtout pas que ça s'enflamme. Et quand on connaît la puissance du lobby sionisme et du lobby sioniste aux États-Unis, on comprend dès lors pourquoi, pour reprendre un autre exemple, Trump ne pourra pas déclassifier tous les documents de l'assassinat de JFK. C'est pas possible. Oui, effectivement, mais je pense que Trump va se concentrer sur la défense d'Israël, point final, parce qu'il a touché l'argent du monde des casinos, disons, la veuve Adelson, 100 millions quand même pour la campagne. Par contre, oui, il n'ira pas sur l'Iran. D'autant que l'Iran... je rappelle que pour arrêter la campagne la nuit de bombardement, la première nuit de bombardement de l'Iran sur Israël, ça coûtait entre 700 millions et $1 milliard la nuit. Hein. Oui, tout à fait. Sans parler des conséquences sur le marché pétrolier, par exemple. Par contre, il a besoin de pouvoir envoyer ses porte-avions en Méditerranée orientale, et au jour d'aujourd'hui, il ne peut pas se permettre de le faire. Pour la bonne et simple raison qu'il y a la Russie avec ses missiles hypersoniques contre lesquels les Américains ne peuvent absolument rien faire aujourd'hui à l'heure où on parle, et il a besoin d'être un petit peu copain-copain avec Vladimir pour pouvoir envoyer ses porte-avions en Méditerranée orientale sans risquer d'être à portée de tir des Orychnik ou des Zircon ou de ce genre de missiles. Est-ce que la Russie, est-ce que j'ai vu ça dans la presse américaine en plus, Ahmad, je vous pose la question, pourrait devenir un intermédiaire, notamment dans la coopération nucléaire civile entre la Russie et l'Iran? Il est précisé que en cas si l'Iran voulait développer l'arme nucléaire, la Russie se retirerait. Est-ce que ça pourrait pas être une solution pour... Oui, ça sera une solution, parce que aujourd'hui, si on voit quand même le leadership diplomatique russe, c'est quand même respecté, en tout cas partout, à travers le monde. Et moi, je crois que actuellement, comme les États-Unis sont devenus, en quelque sorte, en tout cas, pour négocier entre la Russie et l'Ukraine, je pense que les États-Unis aussi ne vont pas rejeter quand même lorsque la Russie va décider de jouer l'intermédiaire entre l'Iran et les États-Unis, parce que l'Iran aussi fait partie des BRICS, comme vous venez de le dire, et je pense qu'il va quand même écouter la Russie. Il y a autre chose qui est très important aussi. Il faut noter la différence entre le système des BRICS et le système de l'ONU. L'ONU, c'est une cour de récréation pour des gens qui peuvent pas se parler entre eux, à qui on va coller des intermédiaires et des gens qui sont censés les séparer. Alors que le système des BRICS, il est fait pour que les présidents discutent entre présidents. L'exemple de ce qui s'est passé entre les Américains et les Russes en Arabie Saoudite, c'est le parfait exemple. On vous invite, vous venez, vous asseyez chacun à un coin de la table, on discute, il n'y a pas vraiment d'intermédiaire ou de négociateur. Et c'est ça qui, à mon sens, est extrêmement important. Et la Russie peut jouer un très grand rôle dans ce domaine-là, parce que, c'est avec Lavrov, qui est quand même un monstre de diplomatie, et Vladimir Poutine, il y a quand même... c'est l'anniversaire aujourd'hui. Lavrov, oui, tout à fait, ouais. Donc il y a quelque chose de très important qui peut être fait, et ça peut amener à quelque chose de très bien, oui. Il ne faut pas le négliger. Sylvain, vous êtes d'accord avec ça, que finalement Donald Trump ne peut pas s'attaquer à l'Iran parce que c'est un trop gros morceau?
Je pense que c'est même pas qu'il peut pas, c'est qu'il veut pas. Il faut bien comprendre que Donald Trump, son plus gros problème, c'est il est dans la position, et ça parlera, je pense, à tout le monde. Donald Trump est dans la position de Mikhail Gorbatchev. Ouais. Il est face à un pays qui est complètement cuit économiquement, qui est au bout de son endettement, dont les infrastructures tombent en ruine, dont le potentiel militaro-industriel est exsangue. Et donc, il a besoin, c'est pour ça qu'il parle de « Make America Great Again », il faut redresser ce pays. Et il a compris, depuis son premier mandat, que pour redresser un pays, la guerre, ça marche pas. C'est-à-dire que c'est tout le contraire. Il faut absolument mettre un terme à toutes les guerres pour faire de telle sorte à concentrer l'essentiel du budget de l'État américain pour redresser le pays. Et donc, ça n'interdit pas les opérations avec des agents ou ce genre de choses, comme on l'a évoqué tout à l'heure avec Soleimani. Mais globalement, il ne faut plus de guerre ouverte ou avec des proxys aussi marqués que l'Ukraine pour l'économie américaine, pour qu'elle ait une chance, je dis bien une chance de se redresser. Il ne faut pas oublier que le plus grand problème, comme l'a souligné Emmanuel Todd pour les Américains aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont plus d'ingénieurs, ils n'ont plus de techniciens de haut niveau suffisamment nombreux pour faire tourner les besoins de leur propre économie. Donc, il faut liquider le problème ukrainien et il faut s'entendre avec le reste de la planète pour qu'il n'y ait plus de conflictualité autre qu'économique. Et si ensuite on rentre dans l'état dans lequel se trouvent toutes les branches de l'armée américaine, là on peut tout de suite passer à autre chose que le sujet chinois, puisque vu l'état de l'US Navy notamment, il n'y aura pas de confrontation militaire avec la Chine sous un mandat avec Donald Trump à la Maison-Blanche, je vous le garantis tout de suite. Dernière question, pour qui veut répondre. Est-ce que Israël pourrait faire la guerre sans le soutien des États-Unis ? Non, je ne crois pas. C'est impossible. Oui, pourquoi ? Parce que en fait, ils n'ont pas l'armement, ils n'ont pas les quantités de munitions qu'il suffit. La seule chose qui pourrait éventuellement se passer si Israël faisait la guerre toute seule sans le support américain, c'est qu'au bout d'un certain temps, il n'aurait plus d'autre choix que d'appliquer l'utilisation de la bombe nucléaire, et notamment cette doctrine. Je suis désolé, j'ai oublié son nom. Si on peut pas être vainqueur, alors en ce moment-là, autant qu'on s'autodétruise. Ouais, voilà, c'est ça. Massada. Et puis l'Iran a des missiles balistiques. Ils ont encore des proxys plus ou moins en état de marche. Ouais. Et puis le terrain est très difficile. Et puis utiliser, Israël c'est quand même très petit. Utiliser la bombe nucléaire, ils seront s'il a tout sur la bombe de Gaza, ça va leur retomber dessus. Donc. Non, mais c'est pour ça que ça s'appelle la doctrine Massada, Xavier. Ouais. C'est parce que c'est pour faire rappel du sacrifice des zélotes à Massada qu'on préférait se suicider plutôt que de se faire capturer par l'armée romaine. Exactement. Eh bien, c'est sur ce rappel historique que nous allons terminer notre émission. Les sanctions contre la Russie n'ont pas fonctionné et ont été jusque-là synonymes de nouvelles opportunités pour l'économie russe. C'est sans doute le constat qu'a fait Donald Trump qui, au lieu de vouloir s'opposer à Moscou, souhaite désormais associer les États-Unis à cette zone de prospérité. Le comportement de la nouvelle administration américaine peut paraître erratique, mais il faut garder à l'esprit que pour le nouveau président, la priorité est de se désengager de tous les conflits qui épuisent les ressources de l'Amérique. Je rebondis sur ce que vient de dire Sylvain. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette émission. Je vous